Madame la professeure, Monsieur le Président de la Nouvelle Société Helvétique Section Genève, Monsieur John Ling, qui nous a fait l'honneur de nous prêter son drapeau de la République helvétique, Madame, Messieurs les représentants de l'association Vauban, chers membres des salons du Général Dufour, de la Nouvelle Société Helvétique et du Souvenir napoléonien, Mesdames et Messieurs, chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette série complémentaire à ce qu'on a déjà vu, puisqu'on a initié un cycle sur les années 1798-1848, de changement de la Suisse, qui rappelle étrangement des choses qu'on voit se passer aujourd'hui. Et donc, ce soir, on aura la chance d'écouter Madame Bianca Maria Fontana, qui a écrit un volume sur la République helvétique, qui va nous en parler. On a fait ce soir une soirée conjointe avec la Nouvelle Société Helvétique parce qu'il est important que l'histoire raconte, mais elle est censée apporter aussi un message à ce qui se passe aujourd'hui. Et on trouvait important de mêler la Nouvelle Société Helvétique, qui est une association en charge d'observer ce qui se passe dans la société, d'essayer de voir où on va. Et j'aimerais passer la parole à Sébastien Eschbach, qui est son président et qui est avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, comme Marc vous l'a dit, je suis donc le nouveau président de la Nouvelle Société Helvétique. Nouvelle Société Helvétique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'une société qui a été créée en 1914, formellement, qui remonte dans ses racines à bien avant. Aujourd'hui, la Nouvelle Société Helvétique est donc une société qui est représentée dans toute la Suisse, avec différents groupes, et qui a pour but d'être toujours en réponse à des situations, on va dire, un peu de crise sur l'identité suisse, et qui se veut être un forum de réflexion sur ce qui fait aujourd'hui les éléments centraux de la Suisse. Alors, cette année, l'année dernière a été une riche année, en tout cas en ce qui concerne les conférences qui ont été organisées par nos collègues dans les autres cantons. Évidemment, la question de la neutralité a été sur toutes les bouches et sur toutes les lèvres. Et c'est typiquement ce genre de thématique qu'on essaye de discuter au sein de la Nouvelle Société Helvétique, qui se veut une société au-dessus des partis. Donc c'est vraiment une société qui essaie de réunir souvent des vues un peu opposées, parfois clivantes, sur des sujets qui sont importants pour la Suisse et notre identité nationale, et qui a justement pour vocation d'être ce forum de discussion. Et on a depuis donc, cette année essayé d'œuvrer dans cette direction. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir être associé à cette conférence, qui certes est une conférence historique, mais comme l'a justement rappelé Marc, c'est évidemment des éléments qui viennent innerver, si j'ai envie de dire, la réflexion sur le présent. Et dans ce cadre-là, notre réflexion cette année va s'organiser autour d'une thématique qu'on a annoncée sous le slogan des dépendances et des indépendances de la Suisse, qui en résumé sont des questions sur les différentes souverainetés ou non justement de notre pays, et qui va se décliner sur différents sous-thèmes, j'ai envie de dire, où on va aborder bien entendu la question de la neutralité, qui reste aujourd'hui au vu de l'actualité un sujet brûlant, mais aussi sur d'autres thématiques qui nous paraissent tout à fait contemporaines et importantes à discuter, notamment la question de la souveraineté énergétique. On a tous vu ce qui s'est passé récemment, la souveraineté juridique aussi. Et récemment, on a aussi ajouté un thème et on va organiser des conférences à ce sujet, qui est en fait la souveraineté des données. Alors c'est vraiment très contemporain comme sujet, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a notre conseiller fédéral Ignacio Cassis qui a justement lancé un projet interne à son administration qui se veut être une réflexion sur la souveraineté des données et de voir si effectivement la Suisse est en train de livrer toutes ces données que l'on utilise sur nos portables et autres à l'étranger et à des acteurs étrangers. Voilà, donc ce n'est pas un cercle d'histoire, mais bien évidemment l'histoire vient renseigner un peu les réflexions qu'on essaiera de mener cette année à ce sujet. Et donc nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir rapidement vous annoncer les conférences qui auront lieu ces prochaines semaines, ces prochains mois. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je me sens un peu mal à l'aise de faire la publicité pour la Société Helvétique, et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup.
cas ceux qui ont quelque chose qui s'inquiètent un peu de la Suisse comme elle va et qui ont envie de faire bouger les choses, ben c'est peut-être un endroit où on peut peut-être en parler aussi. Puisqu'on parle de l'histoire et d'aujourd'hui, on a trouvé que c'était intéressant de voir la télévision suisse romande qui envoie aujourd'hui, dans le passé, des reporters en 1798, et je vous propose de découvrir cet épisode. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour un nouveau moment au carrefour de l'information et de l'histoire. La révolution qui secoue la France depuis 2 ans déjà commence à avoir des répercussions sérieuses chez nous en Suisse. De nombreux sympathisants dans le pays de Vaud ont décidé de célébrer le 2e anniversaire de la prise de la Bastille. Et nous retrouvons sur place André Knopfer. Nous sommes ce 14 juillet 1791 à Ouchy précisément. Alors André, pourquoi cette idée de célébrer la Révolution française en Suisse ? Eh bien, comme vous le savez, Jean-Claude, les Vaudois sont fatigués par l'occupation bernoise qui dure depuis bientôt 300 ans. Alors, pour une grande partie de la population, la Révolution française est la preuve que l'on peut se débarrasser des oppresseurs. La prise de la Bastille est un symbole très fort pour eux. À Yverdon, à Moudon, à Rolle et ici à Ouchy, où je me trouve actuellement, ils ont réussi à braver la police bernoise pour célébrer ce 14 juillet. Alors, comme vous l'entendez, la fête bat son plein. Les réjouissances ont commencé par un grand banquet et se sont poursuivies par un magnifique feu d'artifice ici au bord du lac. Alors, vous le voyez, c'est la fête. Les Vaudois chantent et dansent au son des instruments. C'est magnifique. Voilà, oui. Ce sont les aléas du direct. Voilà, oui, oui, tout à fait, ça ira. Donc, comme vous le voyez, c'est la fête. Mais malgré cette allégresse, les conseillers bernois ont décidé d'envoyer leurs troupes pour, je cite, maintenir la tranquillité publique et la sûreté d'État. Alors bien entendu, on peut s'attendre à une très rude répression et à beaucoup d'arrestations. Merci et merci André pour ce moment partagé dans des conditions particulières. Et je propose que vous restiez avec nous pour réagir si nécessaire. Vous avez pu l'entendre, les aristocrates au pouvoir dans les cantons suisses craignent par-dessus tout la contagion de la Révolution française. Et sur ce thème, tout de suite, je vous propose de retrouver Muriel Jardin pour ses explications. Bonsoir. 1789, le peuple de Paris s'empare de la prison de la Bastille et libère les prisonniers. C'est le premier épisode de la Révolution. Les suivants s'enchaînent très vite. Le roi doit accepter une assemblée élue. Les Français sont déclarés égaux devant la loi. Plusieurs constitutions se suivent. Cette révolution provoque une énorme sympathie en Europe, y compris en Suisse, où le peuple en a assez du pouvoir autoritaire et exclusif des aristocraties. Les monarchies européennes craignent une répétition chez elles des événements français. Dès 1792, elles mobilisent leurs forces armées. Les révolutionnaires français pensent qu'ils sont de taille à les vaincre et entrent en guerre. Ils gagnent la première bataille, ce qui les encourage à pousser plus loin leur avantage. C'est dans ce cadre que la Suisse va se trouver impliquée. Elle a ses propres bouleversements politiques, mais bientôt, elle n'est plus qu'un pion parmi tous les pions qui sont bougés en Europe autour de la France et de sa révolution. Merci Muriel. La France révolutionnaire, nous l'avons vu à Lausanne, elle a beaucoup de sympathisants sur place. Et puis à Paris, un club helvétique s'est activé pour déclencher une révolution en Suisse. Alors nous y retrouvons notre correspondante Anne Simon qui a rencontré l'un de ses membres les plus célèbres, Monsieur Pierre Ox. On l'écoute. Monsieur Ox, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Monsieur Ox, membre du Grand Conseil de Bâle. Oui. Et avec votre compatriote vaudois Frédéric César de la Harpe, vous essayez de convaincre le général Bonaparte d'amener la révolution en Suisse. Mais, et ce sera ma première question, est-ce qu'une révolution peut s'exporter? Parfaitement, madame. Elle s'exporte toute seule. Et ses idées sont déjà présentes en Suisse. Il s'agit à présent de faire sauter les bastions tenus par les tyrans de la vieille Suisse, ces aristocrates qui s'octroient tous les pouvoirs. Aujourd'hui encore, d'avoir un nom,
ou de faire partie d'une grande famille vous donne accès à l'argent et au pouvoir. Ça suffit. Vous communiquez en personne avec le général Bonaparte. Oui. On vous accuse de vouloir lui ouvrir les portes de la Suisse. Mais enfin, on dirait que je suis le seul à soutenir la Révolution. Beaucoup de Suisses, surtout dans les cantons sujets ou dans les classes pauvres, ne peuvent plus supporter les humiliations du régime aristocratique. La Révolution française a éveillé en eux un espoir. Enfin, le général Bonaparte nous aidera à réaliser nos vœux. Et vous ne craignez pas que ce ne soit plutôt vous qui l'aidiez à réaliser les siens? La Suisse ne lui servirait-elle pas de territoire stratégique contre l'Autriche, comme on peut l'entendre? J'ai la plus grande confiance en le général Bonaparte, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. C'est un homme droit et honnête, que j'échangerai volontiers les yeux fermés contre tous les nobles de notre pays. Eh bien, monsieur Ox, je vous remercie. Merci. Madame, monsieur, je l'apprends à l'instant, c'est officiel, l'armée française est en train d'envahir la Suisse. Rappelons qu'elle a tout d'abord occupé les territoires jurassiens ainsi que la ville de Bienne sans que Berne ne réagisse. L'armée française a ensuite libéré le pays de Vaud sous les acclamations de la bourgeoisie vaudoise. Là aussi, les Bernois se sont retirés sans combattre et en ce moment même, je l'apprends en même temps que vous, la ville de Berne aurait capitulé face à l'invasion française. Alors retrouvons Didier Petitpont, vous nous attendez sur place, toujours en plein cœur de l'histoire. Didier, est-ce que vous nous confirmez cette information ? Oui, Jean-Claude, ici c'est officiel. Berne est effectivement tombé aux mains de l'armée française. Dans les rues, c'est la consternation qu'on lit sur les visages. De toute leur histoire, les Bernois n'avaient encore jamais vu une armée étrangère pénétrer à l'intérieur de leurs murailles. Pour tous, même s'il y a quelques sympathies pour les idées révolutionnaires, c'est un terrible choc. Et comment Berne a pu si facilement se laisser prendre au piège, Didier ? Ce que j'entends dire ici, c'est la crédulité du Conseil qui serait en cause. Il n'a pas voulu croire à ce qui arrivait. On peut ajouter à cela une certaine désorganisation de l'armée bernoise et un manque cruel de soutien des autres cantons alémaniques. Et maintenant que Berne est aux mains de la France, que va-t-il se passer ? Alors, les Bernois en sont tout à fait sûrs. La chute de Berne va certainement entraîner celle de toute la Suisse. En ce moment même, ils sont en train d'assister les yeux pleins de larmes au pillage en règle de leur trésor public. Pas moins de 11 chariots chargés d'armes, de vin et autres denrées sont envoyés en ce moment même à Lyon pour financer la campagne d'Égypte où Napoléon Bonaparte veut contrer les Anglais. Mais plus douloureux encore pour les Bernois, les ours, symboles de la ville, sont en ce moment même réquisitionnés par l'armée française. Alors, inutile de vous dire que la douleur est vive. C'est comme si on arrachait des enfants à leur mère. Oui, je propose qu'on en reste là. Merci Didier. Jean-Claude. Merci. L'effondrement de Berne, pivot de l'Ancien Régime, est en train d'entraîner donc celui de toute la Suisse. On annonce que ce sont dorénavant les élites bourgeoises et rurales qui vont constituer les nouvelles équipes dirigeantes. Alors pour bien comprendre ce nouveau régime, rejoignons Anne Simon en duplex du 13 mai 1798, à nouveau en compagnie de M. Pierre Rox, que nous avons déjà rencontré au début de cette émission. Anne, un an a passé depuis votre dernière rencontre avec Pierre Rox. C'est à vous. Tout à fait, c'est juste. Vous avez aujourd'hui une position tout à fait... Anne, vous m'entendez? Anne, c'est à vous. Oui, merci Jean-Claude. Monsieur Pierre Ox, merci Bonjour. de nous recevoir à nouveau. La Suisse a aujourd'hui un nouveau régime et un nouveau nom, la République helvétique. C'est vous qui avez ébauché la constitution de cette nouvelle République avec le Directoire français. Alors, de quoi s'agit-il? La République helvétique est une et indivisible. Et comme en France, c'est un État centralisé et unitaire. Elle est divisée en 23 cantons égaux, administrés comme des départements. Et comme en France, le pouvoir exécutif est confié à 5 directeurs. La Suisse a toujours vécu et survécu sous forme de cantons indépendants les uns des autres. Ce nouveau régime ne viole-t-il pas la tradition? C'était à notre avis la seule possibilité pour faire tomber l'aristocratie suisse. Se modeler sur le nouveau régime français. Aujourd'hui, nous sommes tous égaux devant la loi.
Oui, effectivement, mais à quel prix, Monsieur Ox? On le voit bien aujourd'hui, beaucoup de cantons ont bien du mal à supporter qu'on leur impose une nouvelle façon de s'organiser. Je ne vous cacherai pas qu'il y a certainement eu quelques erreurs, mais c'est peu de choses en comparaison des formidables changements en cours. Il n'y a plus de droits féodaux, la censure est abolie, une révolution industrielle prend pied en Suisse, les nouvelles énergies se libèrent, et c'est ça qui compte. Et ce n'est qu'un début. Comme toute phase transitoire, je pense qu'il faudra un peu de temps avant que les Suisses s'habituent à cette nouvelle forme d'organisation. Pierre Ox, merci. Je me tourne vers vous, Jean-Claude, c'est à vous. Merci Anne, et moi je me tourne vers vous Jean Lenoir. On a envie de retrouver notre consultant en histoire suisse pour que vous nous disiez comment il faut au fond juger cette République helvétique. Alors l'entrée des troupes françaises à Berne en mars 1798 a été un choc terrible pour les Suisses qui ont eu dès le départ un sentiment extrêmement ambigu vis-à-vis de cette révolution. Et cette révolution helvétique, ils l'ont pris comme un méfait français de plus, ni plus ni moins. Ils l'ont détestée immédiatement et au fond elle n'a pu tenir pendant 5 ans que grâce aux baïonnettes françaises. Mais vous le savez, on le dit souvent, à chaque chose malheur est bon, cette République helvétique va instaurer durablement 2 notions en Suisse qui sont la notion d'unité et la notion d'égalité. Et même après le retour des anciens aristocrates au pouvoir, après la chute de Napoléon, il n'y aura plus jamais en Suisse de canton sujet. L'affaire est enterrée. Donc on peut dire avec le recul que cette helvétique a été le point de départ décisif de la modernisation politique de la Suisse. Merci Jean, et ce sera pour nous la conclusion de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition en direct d'un présent sans cesse étonné par son passé. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà, pour montrer que l'histoire peut très bien se vivre au quotidien. Et je trouvais intéressant de mettre des petits épisodes qui rappellent bien les choses. Après des études de philosophie à l'Università degli Studi de Milan et une thèse de doctorat en histoire de l'Université de Cambridge, Bianca Maria Fontana est nommée en 1992 professeure ordinaire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, où elle occupait la chaire d'histoire des idées politiques. Son parcours international permet à Madame Fontana de lier d'une manière originale les différentes traditions de la pensée politique européenne. Ses recherches, comme son enseignement, couvrent un nombre impressionnant de sujets qui incluent notamment l'histoire des idées économiques, l'histoire prémoderne et moderne des idées politiques et constitutionnelles européennes, l'histoire du libéralisme, de la représentation politique, de la démocratie et de l'idée de tolérance. La nature interdisciplinaire de son travail lui a permis de collaborer avec des collègues de diverses facultés et départements. Elle a ainsi créé le CHIPI, Centre d'histoire des idées politiques et des institutions, qui est rapidement devenu une plateforme de discussion, tout comme un lieu de rencontre et de nouvelles recherches au carrefour entre la théorie politique, l'étude des institutions politiques et de l'histoire intellectuelle. Son intérêt très précoce pour l'économie politique, notamment l'école classique anglaise, l'a amené à occuper une place importante au sein du centre Walras Pareto, qu'elle rejoint en 2013. Bianca Maria Fontana a pris très à cœur son rôle d'enseignante, abordant des sujets et des thématiques complexes avec un véritable souci pédagogique. Alors que nombre de ses publications sont centrées sur les théories qui sous-tendent des institutions politiques et constitutionnelles développées durant la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, Madame Fontana a également toujours été intéressée par les liens
que ces idées entretiennent avec leur propre passé, en remontant parfois jusqu'au XVIe siècle. Elle a également offert des contributions décisives relatives à l'importance contemporaine des penseurs politiques comme Benjamin Constant et Germaine de Staël. Son vif intérêt pour la littérature européenne et sa remarquable capacité à intégrer des concepts philosophiques abstraits dans leur contexte historique et littéraire, aidés par un style toujours élégant et une plume souvent ironique, en fait de Bianca Maria Fontana un contributeur très demandé. D'ailleurs, elle a été demandée par nous ce soir, des diverses revues littéraires internationales, lui permettant ainsi de se créer une audience bien au-delà des confins du monde académique. Je lui passe la parole. Vous avez oublié la chose plus importante, l'arbre est l'arbre de Napoléon, qui se trouve dans le parc de l'université de Lausanne et qui a été planté apparemment, on raconte, en 1800 à l'occasion d'un des passages du premier consul. Merci beaucoup de cette invitation. Je dois dire qu'après le film et la présentation de M. Studer, je pense que je pourrais rentrer chez moi. Vous avez tout appris sur la République helvétique, sur moi-même, plus de ce que sans doute que vous souhaitez savoir de toute façon. Voilà, mais je vais quand même essayer de remplir ma mission. Je suis très contente de voir le drapeau de la République helvétique parce que quand j'écrivais ce petit livre, j'en ai cherché partout, dans les musées, et en fait ils sont tous dans un état de lessivage complet, donc on ne trouve plus les couleurs. Enfin, il y a bien les drapeaux, mais ils sont bleu pâle, jaunâtre, verdâtre, enfin bref, donc... heureusement, on a les gravures. Ok. Pour parler de la République helvétique, je vous oblige, par rapport à la conférence que vous avez écoutée, à faire quand même un pas en arrière dans la séquence historique. On vous a déjà parlé de l'acte de médiation, de la consulte et tout ça. En fait, la République helvétique est un épisode largement mal connu de l'histoire suisse. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce petit livre, en français, chose qui m'a coûté pas mal d'efforts, parce que d'habitude j'écris en anglais, mon français est plutôt rentable, enfin bref, on peut ajuster ça. Parce que c'est un épisode que, dans la mémoire collective, on a eu plutôt tendance à effacer. Et il y a plusieurs raisons pour ça, donc même les personnes qui s'intéressent à l'histoire suisse, à la tradition, etc., bon, la République helvétique, c'est pas trop leur truc. Et les raisons peut-être ressortent de ce programme télé qui était assez caractéristique. Alors, le premier élément, bien sûr, est que la République helvétique est associée à un épisode d'occupation étrangère. Donc quelque chose de particulièrement traumatique pour la Suisse, et qui n'a jamais, que par ailleurs s'est accompagné dans la pratique par les pillages, les réquisitions, donc tout ce qui vient avec. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on aurait préféré oublier. Ensuite, une autre raison de l'oubli, c'est sa courte durée. Ces 5 ans marqués par toutes sortes de coups d'État, changements, luttes de parti, une agitation générale, bien sûr une guerre aux frontières qui a déferlé à l'intérieur de la Suisse aussi du côté de, pas seulement les Français, mais la coalition européenne aussi parvient à un moment donné à envahir le territoire suisse. Donc c'est pas vraiment idéal. Et surtout, la relation idylliaque qui semblait s'être établie entre les patriotes suisses, donc on a rencontré M. Hawks, heureusement on n'a pas rencontré M. Laharpe, un autre, pas exactement un autre grand génie de la politique, je m'excuse avec les Lausannois qui seraient présents, je suis d'ailleurs aussi par adoption lausannoise, mais disons que bientôt, cet appel aux Français à la libération, à la Révolution, tourne très rapidement, un peu comme un divorce mal géré, dans une série d'accusations mutuelles. Alors d'un côté, les Français accusent les Suisses
d'être incapables de gérer leur république, d'être toujours divisés, être incapables d'avoir une idée d'État unitaire. De l'autre côté, les pauvres directeurs suisses, donc Roxlar et les autres, font appel désespérément au directoire français. Et si vous regardez la correspondance, c'est assez intéressant parce que ça commence avec, du côté français, des grandes professions des fraternités. Ah oui, la République, chers frères, tout ce que vous voulez, etc. Et bientôt, on arrive à des petits billets comme le directeur CIS écrit un moment en disant oui, fraternité, débrouillez-vous bien, c'est-à-dire simplement allez vous faire voir parce que nous on a nos propres soucis, donc on n'a pas envie d'être embêté aussi par la question de la Suisse. Et du reste, les actes de la consulte, je suis sûre qu'on vous en a parlé, enregistrent cette position de Bonaparte qu'à un moment donné dit à ses collaborateurs, mais franchement, moi je n'ai déjà jusqu'ici de la Cisalpine, de la République cisalpine, il nous manque aussi l'helvétique, finalement, qui se débrouille toute seule. Ok, donc il y a cet aspect litigieux franco-suisse, donc comme souvent il arrive, les mêmes choses s'est passé aussi en Italie. Il y a aussi un autre facteur qui a mené à l'oubli, et c'est le fait qu'au moment de l'acte de médiation, le premier consul joue vraiment une opération de maître pour présenter une continuité entre l'ancienne tradition confédérale et la confédération qui va s'établir avec l'acte de médiation. C'est-à-dire, il donne l'impression, c'est un peu comme refaire une façade, hein, où on met du plâtre pour cacher les cassures, et donc là, on présente une image de continuité, comme si finalement cette République unitaire n'avait jamais existé et on était passé directement d'une confédération plus ancienne à une confédération moderne. Donc, malgré cet oubli, je continue à penser que la République helvétique a joué un rôle essentiel dans l'histoire suisse, pour toute une série de raisons. Bon, la plus évidente, on nous a rappelé, c'est bien sûr l'émancipation des territoires sujets, donc le fait qu'ils soient finalement promus au statut de canton. Mais il y a aussi un autre facteur, et ça peut-être ça ressortait moins de ce programme, c'est qu'en réalité, les institutions de la République helvétique, même si elles étaient en partie modelées sur les institutions françaises, notamment sur la constitution directoriale de 1995, étaient très ajustées et très particulières. Et donc, il y a eu en réalité une interaction entre tradition suisse et importation française, qui était très intéressante, parce que j'en parlerai plus en détail en parlant de la Constitution, parce qu'en réalité, ce n'était pas du tout comme ça des institutions importées, planquées là, mais il y a eu des adaptations des deux côtés, et des adaptations qui ont eu quand même une histoire par la suite. Donc, je pense que sans la République helvétique, il serait de toute façon difficile d'expliquer le passage à la Constitution de 1948, et on verra pourquoi. Mais il y a aussi un autre facteur important. C'est seulement à partir de la République helvétique que la Suisse est considérée, sur le plan international, comme un État souverain. Alors ça, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que la Confédération était là depuis des siècles, mais toute la réflexion politique des théoriciens, à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe, considère que les confédérations et les ligues ne sont pas des États souverains parce que elles sont basées sur des coalitions qui pourraient changer dans le temps. Donc ce sont des associations de petits États qui pourraient varier. Et aussi parce qu'elle n'aurait pas un organisme décisionnel unitaire. C'est la thèse que propose Jean Bodin, qui est un des grands théoriciens français du XVIe siècle, et exactement les mêmes arguments seront repris par Montesquieu dans l'Esprit des lois.
Et donc il y a une continuité, bien sûr, il y a des réponses contraires qui sont données du côté suisse. Là où on fait remarquer que d'abord il y a bien un organisme unitaire de décision, c'est la Diète. Deuxièmement, c'est vrai que les ligues ont tendance parfois à changer d'alliance, mais en réalité, dans le cas de la Suisse, le même corps citoyen est resté là pendant des siècles, donc ça n'a pas changé. Mais le problème est que ces thèses sont proposées par des obscurs théologiens zurichois dont personne n'a jamais entendu parler, alors que Baudin et Montesquieu sont des auteurs lus partout, par tout le monde, dans toute l'Europe. Et donc, cette idée reste. Or, à partir de la République helvétique, finalement, la Suisse est promue dans l'image internationale à État souverain. Et une fois qu'on revient à la Confédération, en 1803, ça ne change pas. C'est-à-dire, cette statue, si vous voulez, d'État moderne, souverain, est acquise. Ok, alors, après cette prémisse sur l'importance du sujet, je vais quand même retracer quelques étapes pour expliquer comment on est arrivé à cette occupation militaire de la Suisse. Alors, la guerre entre la France et la coalition européenne démarre en 92, comme on vient de dire. En fait, ce sont les Français qui déclarent la guerre, ce n'est pas la coalition européenne. Ce sont les Français qui obligent le pauvre Louis XVI à déclarer guerre à la Prusse et à l'Autriche. Au moment où la guerre est déclarée, personne ne pense que la France peut résister. Et en fait, c'est largement une manœuvre faite parce qu'on espère qu'elle va se rendre et que la révolution va en rester là. Il y a après les Girondins qui espèrent au contraire que peut-être les conflits internes vont se tourner vers l'extérieur. Mais personne ne mettrait un sou sur la victoire française. Et donc, le fait que les Français arrivent d'abord à résister et ensuite à renverser les fortunes de la guerre est quelque chose, au fond, de relativement inattendu. Mais même dans cette, disons, résistance, reconquête, bon, les raisons, là je ne vais pas vous donner un cours d'histoire semi-militaire, je ne suis pas compétente, mais peut-être on pourra en discuter après. La chose importante, c'est que depuis le début, l'élite politique française est fortement divisée sur la question de la guerre, dans le sens qu'il y a d'un côté un parti, disons les Girondins principalement, qui voit cette mission de libération de la France qui doit s'étendre à toute l'Europe, exporter les droits universels, libérer les pays qui sont opprimés par des monarques, etc. Et donc, dans cette logique, on est prêt, au moment où les fortunes de la guerre tournent et la France commence à occuper des bouts de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie, on est prêt à théoriser l'existence de ce réseau de républiques sœurs, hein, dont l'helvétique fera aussi part, en théorie, enfin en théorie, en pratique, comme les autres. Et donc, il y a une position, disons, favorable à la poursuite de la guerre, là où on peut arriver. L'autre position, qui se manifeste déjà, donc ça commence cette vision déjà autour de 93 en fait, donc bien avant de notre aventure. L'autre position est la position des Jacobins, mais c'est aussi la position des militaires, ça c'est assez important, qui pensent par contre que engager la France dans une guerre de conquête des territoires voisins et prendre la responsabilité pour ces territoires est une idée complètement absurde. C'est très dangereux, on n'a pas les ressources, on sait ce qui a coûté simplement maintenir le territoire national, et donc la position qui est prévalente dans ce groupe de politiciens est plutôt l'idée, la fameuse théorie des frontières naturelles. Alors on sait bien que les frontières naturelles, c'est un concept largement élastique, mais disons grosso modo qu'on veut sécuriser la frontière du Rhin, des Alpes et des Pyrénées, et on ne va pas aller au-delà.
Et donc, il y a des discours à l'Assemblée, on dit, ah, mais ces peuples veulent nous rejoindre. Bon, ils veulent nous rejoindre, on s'en fout. La question est, c'est nous avons intérêt à nous faire charge de leur présence. Or, cette divergence entre pro-conquête et anti-conquête commence bien avant que Bonaparte devienne le général glorieux de la première campagne d'Italie. Et à l'intérieur du régime directorial français, donc à cet exécutif de 5 hommes qui s'instaure après la chute de Robespierre et du Parti jacobin, il y a une différence très profonde. Et ces différences se manifestent justement au moment où on discute de l'occupation de la Suisse. Il y a un personnage qui s'oppose fortement à cette opération, et c'est Lazare Carnot. Alors, Lazare Carnot est l'officier du génie, capitaine du génie, il ne s'est jamais promu, même quand il avait toutes les armées françaises sous commandement, qui est au comité de salut public et qui sauve la République dans l'heure plus sombre de la guerre, donc en 93. C'est quelqu'un, c'est pas un militaire de terrain, c'est pas Bonaparte, c'est plutôt un militaire d'organisation. Donc c'est quelqu'un qui prend les choses en main. La guerre révolutionnaire est menée, j'ai pensé, quand j'ai écouté l'autre fois la conférence sur la guerre des Sonderbund, c'est un peu le même problème. Vous avez un gouvernement civil qui veut tout contrôler, qui n'a strictement aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. La France est un territoire très grand. Donc vous avez des politiciens à Paris qui se bagarrent sur le destin d'armées dont on ne sait même pas où elles se trouvent. Et là, Carnot met de l'ordre dans cette organisation. Donc non seulement il trouve les armes, les chaussures, le salpêtre, mais il arrive quand même à établir des contacts bien structurés entre le gouvernement de Paris et les militaires sur le terrain. Or, Carnot est fortement opposé à l'occupation de la Suisse. Il considère que c'est une perte d'énergie, de ressources, qu'on n'a pas ni l'argent, ni l'intérêt à faire cette opération. Et pour se débarrasser de son opposition, on l'accuse, peu avant donc la fameuse occupation militaire de 98, on l'accuse à tort d'être impliqué dans une conspiration royaliste, alors que Carnot était un républicain de fer. C'est le seul membre du tribunal qui s'opposera à la proclamation de l'Empire en 1804. Donc, soupçon de royalisme ne pouvait pas du tout s'attacher à sa personne. Et Carnot est liquidé du directoire pour cette raison-là. Et la main est reprise par deux personnages qui seront décisifs dans la mise en place de l'occupation du territoire helvétique, c'est-à-dire Jean-François Rebelle, qui est un avocat de Colmar, et Merlin de Douai, qui est aussi un juriste. En fait, ce ne sont pas des militaires, hein, c'est des magistrats. Or, les choses intéressantes, et ça m'a frappé en regardant, c'est que Rebelle vient d'Alsace et Merlin vient de Lorraine. Et si on regarde leur correspondance, on voit que, bien sûr, il y a un intérêt à occuper des territoires pour des raisons économiques. Hein, on a évoqué dans le programme le pillage du trésor de Berne, mais il y a aussi le patriotisme furibard de ces Lorrainais et ces Alsaciens pour sécuriser leurs frontières. Et c'est assez bizarre parce que si on regarde ce que c'était l'Alsace et la Lorraine à la fin du XVIIIe, dire que c'était des territoires français, bon, sur papier, oui. Mais en fait, les gens parlaient allemand, l'organisation était complètement différente. Il y avait strictement très peu de Français, il y avait une législation différente, qu'on avait de la peine à intégrer. Mais on ne peut pas douter du fait que pour eux, le Rhin est vraiment la frontière ultime qu'il faut sauver à tout prix, alors que
les modérés dans le gouvernement s'étaient plus ou moins entendus avec le côté allemand, parce qu'il y avait des enclaves françaises en territoire allemand et des enclaves allemandes en territoire français. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, chacun garde son côté, voilà, on fera un swap, un échange d'enclaves et on va fermer la situation. Mais non, donc on décide l'occupation. Et bien sûr, après, il y a bien entendu l'intervention des patriotes vaudois, balois, etc., qui sollicitent l'intervention de la France. Mais donc, je pense que c'est important, excusez-moi si je me suis un peu éternisée sur ce point, mais je pense que c'est important de comprendre que la position française, d'abord que ce n'est pas du tout Bonaparte qui a lancé l'opération, deuxièmement que les Français sont quand même plutôt ambigus. Et donc, quand finalement le premier consul décide de fermer la page helvétique, finalement on s'est plus ou moins adapté à cette idée, c'est-à-dire qu'il conviendra garder la Suisse comme territoire neutre. Ok, ensuite, à quoi ressemble cette République helvétique? Je pense que le documentaire un peu, enfin documentaire, satire, je ne sais pas, un tout petit peu exagéré le processus d'unification. Parce que justement, alors bien sûr, la République unitaire est proclamée, les cantons deviennent, qui sont devenus plus nombreux parce qu'on a émancipé les territoires sujets, deviennent des unités administratives. On met d'abord la capitale à Aarau, parce qu'on ne veut pas de Berne, pour des raisons évidentes. Après, on déplace ça à Lucerne. Le problème, c'est que ces deux localités, quoique très centrales, n'ont pas d'auberges et de logements et de restaurants suffisants pour nourrir les députés. Donc, on finira pour se résigner à retomber sur Berne. Donc, c'est vraiment un problème logistique. Il y a des lettres, on dit, mais là, on ne sait pas où est-ce qu'on va coucher, où est-ce qu'on va manger. C'est un peu, disons que l'industrie hôtelière n'était pas à la hauteur de cette nouvelle fonction de ces localités. À quoi ressemble la Constitution? Donc, c'est vrai qu'en grande ligne, on reprend le modèle de la Constitution française de 1995. C'est-à-dire, c'est un système bicaméral. Alors, pour la France, le bicamérisme de 1995 est un grand tournant, parce qu'on n'en avait pas voulu en 1989. La Constituante avait rejeté l'idée d'une chambre haute, qu'on considérait trop aristocratique. On avait voulu une seule assemblée, gigantesque d'ailleurs, 750 personnes. On arrivait à peine à s'entendre quand on parlait, on hurlait d'un bout à l'autre de la salle. Mais on ne veut pas du bicamérisme. Et après, et donc, tout est régi, en fait. On ne veut pas non plus d'exécutif, donc on élimine le roi, les ministres, tout ça. Et donc, on a une gigantesque assemblée gouvernée par des comités. Il y a des comités pour n'importe quoi. Dites-moi n'importe quel sujet, et là, l'Assemblée nationale crée un comité qui doit s'occuper de ça avec tous les problèmes de compétences, de confusion qui suivent. Donc, bref, passé les Jacobins, passé Robespierre, on revient à l'idée du bicamérisme. Or, le système français, donc il y a une chambre plus large, 500 membres, l'autre de 250, donc le compte tout se retrouve, on est toujours à 750 personnes, hommes, mais la différence importante est qu'en France, ces députés sont élus au proportionnel. Alors, en Suisse, on reprend le modèle, donc il y aura un grand conseil et un sénat, et la harpe dit, ah, mais c'est fantastique, on va effacer toutes les divisions administratives existantes et on va reconstruire un espace dans lequel on pourra avoir un système proportionnel. Bon, évidemment, c'était impossible. C'était pratiquement impossible. Il aurait fallu refaire le cadastre, refaire toutes sortes de classifications. On n'avait pas les informations démographiques. Ça. Donc, on finit par retomber sur les groupes de citoyens qui existaient dans les différents cantons.
Ce qui veut dire que, contrairement à ce que vous trouvez parfois dans les manuels d'histoire, en réalité, on n'a pas du tout proclamé les mêmes règles de citoyenneté dans toute la Suisse. L'égalité civique, oui. L'égalité de droit, oui. Mais l'accès au vote, par exemple, c'est pas du tout la même chose, parce que les cantons ont gardé leurs propres règles pour dire que quelqu'un était un citoyen. Et ces règles n'étaient pas les mêmes dans les différents cantons. Donc il y avait dans certains des conditions de propriété, par exemple, de résidence, qui étaient différentes des autres. Donc là, il y a déjà un aménagement assez important qui est fait. Ensuite, il y a l'exécutif. Donc les Français se résignent à l'idée d'un exécutif collégial élu au deuxième degré. Alors la chose intéressante du directoire est qu'en France c'était une catastrophe. C'est-à-dire les Français, vous pouvez lire tous les débats à l'Assemblée, n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que c'est un gouvernement collégial. Les questions qui sont soulevées à droite, à gauche et au centre, c'est toujours la même, mais qui est responsable? Qui commande? Alors qu'en Suisse, finalement, il y avait une tradition de collégialité qui venait des anciennes républiques aristocratiques, pardonnez-moi, une forme de régime finalement assez bien organisé, bien sûr. Dans ce type de république, les classes dirigeantes étaient très homogènes, ce qui n'était pas le cas en France. Mais quand même, en Suisse, le modèle a très bien pris. Et il faut se résigner à l'idée que malgré tout, en ce moment, je travaille sur le directoire français et j'ai le plaisir d'expliquer à mes lecteurs que j'aurai le plaisir qu'en fait le seul modèle existant qui ressemble au directoire est le Conseil fédéral suisse. Et du point de vue constitutionnel, c'est le présent par le passage de 5 à 7 membres et c'est comme ça. Ok, donc finalement, on renonce à l'hypothèse large proportionnelle et chaque canton aura 8 députés pour la chambre basse et 4 pour la chambre haute. Donc on se rapproche, comme vous voyez, de l'idée d'un fixe, d'un nombre de délégués fixe, mais qui est appliqué dans les deux chambres. On se dit, on n'a pas le temps de faire autrement. Ensuite, il y a encore un élément très important que... Combien de temps j'ai Non, rassurez-vous, messieurs, dames, on ne va pas y passer la nuit. Mais il y a un élément très important. La Constitution de la République helvétique, donc cette Constitution proclamée au mois d'avril 1998, dit que la République helvétique est une démocratie représentative. Alors, ce terme, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de la théorie politique, est absolument fascinant, parce que c'est le seul texte constitutionnel qui utilise cette formule, une formule qui apparaît dans les années 90 du XVIIIe siècle, pour la première fois, mais plutôt dans les écrits de certains théoriciens spécialistes philosophes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les constitutions françaises parlent de souveraineté populaire, de république unitaire, de tout ce que vous voulez, mais pas de démocratie représentative. Alors, c'est très important, parce qu'au XVIIIe siècle, le terme démocratie est un terme qui est soit utilisé historiquement, donc décrit les anciennes républiques, Athènes, Rome, tous ces trucs-là, ou bien c'est un terme plutôt négatif qui a tendance à suggérer de l'anarchie populaire. Donc c'est un terme qu'on n'aime pas, si vous voulez, et que les théoriciens politiques au XVIIIe siècle passent carrément, mettent de côté. En Suisse, on le récupère parce que c'est un hommage à la tradition. Hein. Du reste, on sait, vous avez écouté la présentation de la consulta, que c'est Bonaparte qui sauve les cantons démocratiques, que ces constitutionnalistes voulaient enterrer définitivement comme étant archaïques, inutiles, etc. Il dit, mais non, ils ont une valeur symbolique essentielle. Hein. Donc il y a toutes ces discussions dans la consulta où il intervient pour... Après, on lui dit, mais c'est dangereux, la démocratie, c'est contagieux. Il lui dit, ah oui, je vois bien les gens qui vont arriver de Paris pour s'installer à Penzel, pour pouvoir voter dans les assemblées. Quel est le risque?
Ça prend du temps, bon, laissez s'amuser comme ça. Ok, donc il y a la récupération de l'aspect de la tradition suisse, mais il y a surtout l'idée qu'il est possible d'avoir une forme de démocratie qui n'est pas, comme dans l'Antiquité, basée simplement sur la participation personnelle des citoyens aux assemblées, hein, donc le modèle athénien, mais qui peut se faire par le biais de la représentation, c'est-à-dire par la délégation des décisions à une classe de représentants. Donc, tout le monde parle à l'époque de gouvernement représentatif, ça c'est le terme, et là on a cette particularité qui est l'idée de la démocratie représentative. Donc, si je peux citer mon ami Benjamin Constant, la Suisse se caractérise comme république, mais comme république moderne. Hein, dans le célèbre discours sur la liberté des anciens et des modernes de Constant, qui date de 1819, Constant explique très bien que dans les anciennes républiques, les citoyens passaient tout leur temps à délibérer dans les assemblées, mais dans le monde moderne, les citoyens ont d'autres choses à faire, notamment s'occuper de leur business, de leur commerce, etc. Et donc c'est normal qu'on crée une classe professionnelle de représentants. Et là, dans la République helvétique, on voit immédiatement ce type de transition. Bon, Constant n'était pas impliqué dans cette opération, il a essayé, donc, comme vous savez, en même temps où on établit la République helvétique, Genève, excusez-moi, j'aurais dû le dire avant, on n'a pas parlé de Genève, qui est une république indépendante qui est annexée directement par les Français, donc au département de Léman. Le pauvre Constant, qui était citoyen genevois par famille, essaye de se présenter aux élections, mais bien sûr, les élections en Léman sont gagnées par les Savoyards, parce que là, les Genevois étaient devenus soudainement minoritaires. Donc bref, ce n'est pas une opération énormément réussie. Il y a d'autres adaptations qui sont faites du modèle français au modèle suisse. Par exemple, un élément qui sera essentiel dans l'organisation impériale française, les préfets. La figure du préfet est une figure qui est en fait importée de la Suisse. Ce sont les syndics préfets des anciennes administrations cantonales qui sont empruntés et expérimentés par les Français. Donc, on ne doit pas voir le rapport, il y aurait encore des exemples dans l'organisation, je ne sais pas, du système d'éducation, etc., où l'existence de différences locales du côté suisse a eu un impact très important dans l'organisation de la République. Prochaine question. Alors on sait que tout ça a très mal tourné. Je parlais de dissension entre les Français et les Suisses, disons les patriotes suisses et leurs correspondants français. On se demande pourquoi, vu qu'il y a cette division farouche qui s'établit en Suisse entre unitaires et fédéralistes, pourquoi on n'aurait pas pu tout de suite penser à une solution de compromis, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas totalement centralisé et qui n'est pas totalement décentralisé. Bon, petite idée à laquelle on est arrivé en 1948. Il y avait bien sûr un modèle disponible, c'est le modèle américain, mais le problème, qui est le modèle, comme vous savez, qui sera adopté en 1948, grosso modo, enfin, sauf pour ce qui concerne l'exécutif, mais le problème du modèle américain est qu'au XVIIIe siècle, on le connaît, il y a des livres qui sont traduits, qui circulent, mais les gens pensent en général, les observateurs, que l'Amérique est complètement différente de l'Europe, que les modèles américains ne peuvent pas s'appliquer en Europe. Et la différence fondamentale, ça c'est assez intéressant, est qu'en Amérique, il y aurait, c'est pas tout à fait vrai, un accès illimité à la propriété. C'est-à-dire finalement n'importe quoi peut prendre, aller occuper des terres quelque part, chasser quelques tribus et s'installer comme fermier dans une nouvelle région. Alors qu'en Europe, on sait que la propriété est limitée, et là où la propriété est limitée, il y a un risque de conflit. Et donc, voilà, le modèle américain n'est pas un modèle qui est adopté, et le fédéralisme, ça c'est assez intéressant, devient, pendant les guerres révolutionnaires, pendant la période de l'Empire,
un mythe pour les nostalgiques. Donc, c'est assez bizarre. Il y a une sorte d'adoption de la part de pamphlétistes conservateurs qui se battent contre la Révolution. Il y a une sorte d'idéalisation du fédéralisme. Alors, on ne sait pas très bien quelle sorte de fédéralisme ou aucun, mais le fédéralisme devient le drapeau de ceux qui défendent l'ancien régime, si vous voulez. Ok, je pense que j'ai donné assez d'éléments. Je reviendrai sur ce que vous voudrez dans la discussion. Quel est l'héritage politique? Parce que je pense qu'il y a des questions d'actualité qui ont été évoquées d'ailleurs à propos de la société helvétique. Quels sont les éléments d'actualité de cette expérience? Alors, j'ai mentionné le fait que les institutions de l'Helvétique sont un support essentiel pour la mise en place du gouvernement fédéral en 1948, donc c'est déjà quelque chose de très important. Mais c'est surtout le fait que l'expérience de l'Helvétique, bon, même un peu caricaturée par ce film, a mis en évidence pour la première fois des clivages qui sont toujours avec nous. Il y a d'abord le clivage de la demande d'égalité. Bon, à l'époque, ça se focalisait sur le droit de vote, par la suite, c'est passé au droit de femmes. Aujourd'hui, les problèmes d'égalité sont des problèmes différents, par exemple des problèmes d'accès aux ressources naturelles, enfin, mais c'est toujours une question qui est là. Le deuxième clivage concerne justement le gouvernement représentatif dont je parlais. Donc il y a de manière récurrente dans l'histoire suisse, malgré l'intervention d'un élément qui manquait à l'époque de l'Helvétique, c'est-à-dire les partis politiques, l'idée que quelque part il y aurait un déficit, on sait qu'on a besoin de la représentation, mais on se méfie de plus en plus des représentants, on ne se considère pas véritablement représenté, même si on a voté, hein, donc... Et donc, il y a ce problème de comment on peut ajuster, d'un côté, la demande des mécanismes du gouvernement représentatif et la demande de démocratie qui ne serait jamais pleinement satisfaite. Donc là, vous voyez qu'on est dans un débat tout à fait contemporain. Du reste, la question du référendum entre dans le langage, encore un exemple d'exportation en France. C'est un terme qui vient de l'expérience des Grisons. Ce sont les ligues grises qui pratiquent des référendums, en réalité simplement pour confirmer les résultats des élections, mais ce terme est importé de la République helvétique en France. L'autre point de clivage essentiel, aussi mis en lumière par l'expérience de l'Helvétique, est évidemment la question de la place de la Suisse en Europe. Et là, on voit très bien que tout le débat est là. On veut être reconnu, est-ce qu'on veut être indépendant, quelle sorte de relation on va entretenir. Alors bien sûr, le projet révolutionnaire des républiques sœurs se transforme très rapidement en conquête impériale, mais quand même, la conquête impériale a aussi des mérites d'unification administrative, territoriale, etc. Et donc, on est toujours, à un certain niveau, piégé, de quelque sorte, dans cette ambivalence et dans ces difficultés. Je vous remercie de votre attention, vous avez été extrêmement patient. Je m'arrête là, mais bien sûr, je serai heureuse de répondre des points si quelque chose vous intéresse. Oui, ça, je regrette, je suis désolée, je n'aurais pas dû dénigrer ce compatriote, mais j'ai eu l'occasion de lire la correspondance entre l'ARP et Aux et les directeurs français. Et ce qui est frappant est que vous avez d'un côté français, des gens, alors pour être arrivé au gouvernement vivant en 1995, il fallait vraiment être très habile. C'est des hommes qui ont passé par l'enfer,
qui ont survécu à la terreur, qui ont survécu à la guerre, qui sont rompus à toutes sortes de menaces, compromis, etc. Donc c'est vraiment des purs et durs, mais même des opportunistes, si vous voulez. Alors qu'on voit du côté suisse une certaine naïveté, et c'est plus visible, à mon avis, chez l'ARC, mais peut-être je lui fais tort, dans le sens que là, vous avez plutôt l'intellectuel inspiré. Bon, on sait que par la suite, il va inspirer, apparemment pas avec énorme succès, le tsar de Russie, mais enfin, c'est surtout le contraste entre cynisme, expérience d'un côté, et idéalisme un peu utopique de l'autre, si vous voulez. Sans compter que, comme, je m'excuse, mais dans cette affaire, j'ai beaucoup de sympathie pour le premier consul, comme le premier consul dit clairement aux aristocrates bernois dans les débats de la consulte, de quoi vous plaignez-vous? On ne vous a pas tué, on n'a pas pris votre propriété, on n'a pas pillé vos maisons. Arrêtez de pleurnicher, parce que si vous voyez ce qui s'est passé ailleurs, vous avez eu beaucoup de chance. Donc, il y a un peu aussi cette diversité, c'est-à-dire le fait que oui, en Suisse, on voulait peut-être détruire les privilèges aristocratiques, mais finalement, heureusement, on n'a pas été très loin. Et je pense que peut-être... il y a toujours les deux côtés, parce que je pense que dans la mise en place des institutions, cette prudence politique est un des grands héritages de la Suisse. La capacité de médier, le refus de la violence, si ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il a laissé ces pauvres intellectuels plutôt dépourvus devant cette espèce de requin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Moi, j'ai une petite question concernant le conseil représentatif, en fait. Comment vous le décririez à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens dans la population qui pensent que nos deux chambres, il y en a une qui représente le peuple, puis l'autre qui représente les cantons. Mais celle qui est censée représenter les cantons sont élus par le peuple et ne représentent pas du tout les cantons. La preuve, c'est que Genève doit payer 3 consultants pour y défendre ses intérêts. Donc le Conseil aux États n'est pas la représentation des pouvoirs cantonaux. À l'époque, c'était comment? C'était déjà comme ça, le concept ou... À l'époque, vous savez, le Conseil de l'Helvétique n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour fonctionner, parce que tout s'est consommé. Il y a eu 4 coups d'État en 4 ans, donc c'était pas vraiment une situation dans laquelle on peut voir. Mais c'est vrai que là, l'ancrage local était plus fort. Et il faut aussi se dire une autre chose, c'est que en France, par exemple, même s'il y a eu des constitutions particulièrement ouvertes sur le plan de l'accès au vote, ce n'est pas le cas de la Constitution de 95 qui impose un niveau de propriété pour être électeur, mais pas les constitutions précédentes de 91 et celle de 93 qui n'a pas été appliquée, mais c'était vraiment le suffrage universel. En réalité, les votants étaient beaucoup moins de ceux qui avaient le droit. Alors ça, c'est un phénomène, moi je ne suis pas une spécialiste d'élection, mais il y a des historiens qui se sont penchés sur cette question. Donc je pense qu'il y a quand même une différence, parce que malgré l'ouverture, malgré un certain changement dans les élites, vous avez quand même un cadre de représentation qui reste très fermement ancré dans certaines élites. Donc je pense que la question peut-être se pose plus aujourd'hui parce qu'il y a plus de fluidité dans l'électorat. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais évidemment, l'idée était que les gens auraient été élus par les cantons directement. Donc ils devaient répondre aux cantons. Ouais, ce concept. Mais je pense que je crois que c'est très important. Je ne voudrais pas casser des illusions démocratiques, mais
en France, c'est du reste une raison pour laquelle le pays a assez bien survécu à la Révolution. Les mêmes personnes qui gouvernaient le pays avant, sous l'Ancien Régime, ont continué à le gouverner pendant la Révolution, dans le sens que, bien sûr, avant, ils devaient faire les enterrés de la grande noblesse, après, ils ont fait leur propre enterré, mais finalement, c'est la même élite de notables qui reste fermement au pouvoir. C'est pas comme si on avait mis au gouvernement des paysans ou des, je sais pas, des artisans. Si vous regardez, c'est tous des avocats, des propriétaires. Donc, c'est des sociétés que malgré tout, à part les épisodes d'émeutes auxquels évidemment que les Français affectionnent énormément, comme on le voit encore aujourd'hui, c'est une véritable maladie, mais bon, on peut se défouler dans la rue en tapant sur les casseroles, mais c'est pas ça qui ce qui est frappant. Et je fais un mea culpa parce que pendant très longtemps, moi j'ai cru, je viens un peu de l'histoire de la pensée politique, donc on nous a raconté toutes ces belles catégories, etc. Après, vous allez regarder ce qui s'est passé vraiment sur le terrain, et il y a très peu de changements dans qui administre les différentes localités. Il y a un ancrage local, il y a le notabilit, il y a... alors en France, ce qui est arrivé à certains hommes politiques qui étaient au directoire est de perdre un peu le rapport avec leur électorat d'origine. Oh là là, là c'est une question assez compliquée. Non, non, c'est juste parce que on sait que certainement au moment de l'acte de médiation, le premier consul est tout à fait fait tout un plaidoyer pour la neutralité. Je suis désolée, peut-être on vous a déjà parlé de ça, dans lesquels les motivations sont essentiellement de type matériel. Vous êtes peut-être un peuple glorieux, mais vous n'avez ni les moyens de vous défendre, et si vous deviez employer tous vos moyens pour vous défendre, le pays serait pauvre, et vous ne serez pas le pays, un pays prospère. Donc, la neutralité est le seul choix que vous avez vu votre colocation. Et en fait, Bonaparte dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, la Suisse tient la balance de l'Europe. C'est assez intéressant, il y a cette métaphore. Vous êtes là dans les Alpes et vous tenez dans vos mains la balance de l'équilibre européen. Pardon. Et c'est une métaphore extraordinaire à avoir utilisée dans ce contexte, dans cette situation. Mais je pense que le problème de la neutralité n'est pas déconnecté du problème simplement de la reconnaissance de la Suisse comme État souverain. Parce que, évidemment, si vous entrez dans des alliances internationales, vous contractez des obligations, et ces obligations, comme on le voit aujourd'hui, peuvent se trouver très rapidement en conflit avec la notion de neutralité. Alors, personnellement, je ne suis pas, non, mais ça c'est ma position personnelle, je ne suis pas pour le super neutral. Je pense que quand il faut se défendre, il faut se défendre. Mais bon, je sais que j'ai des collègues qui ont des sentiments plus nobles et plus pacifistes que les miens. Mais l'évolution, c'est ça, c'est-à-dire c'est la réalisation qu'on n'est plus à l'auteur des enjeux européens. Et du point de vue, disons, de l'agression militaire. Alors écoutez, j'ai vécu pendant 30 ans dans un institut de sciences politiques où la plupart de mes collègues s'adonnaient à l'étude des élites suisses. Pas des élites, pardon, pas des élites tout court, mais spécifiquement des élites suisses par des études sociologiques, démographiques, de transmission du pouvoir familial, etc., etc. Moi, j'emploie ce terme de manière un peu superficielle, si vous voulez, simplement pour dire que qu'il ne faut pas confondre les grandes proclamations de droit associées à la Révolution française au fait que le pouvoir a effectivement été donné à l'ensemble de la population.
Et donc que, par élite, j'entends tout simplement les classes propriétaires, si vous voulez, celles qui occupent dans les différentes régions des positions administratives, de pouvoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bien sûr, une évolution qui se vérifie. D'ailleurs, le directoire est un petit peu le premier symptôme. C'est le fait que tout d'un coup, on commence à vouloir des techniciens qui gouvernent. Mais les techniciens sont aussi une élite, de quelque sorte. Ils peuvent avoir, ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous de familles nobles ou de familles riches, mais ils sont quand même passés par quelque sorte de dressage, d'éducation, de formation. Donc, si on prend le cas, alors on sait, je ne sais pas, Napoléon vient de la petite noblesse. Il étudie quand même à l'école militaire. Carnot vient d'une famille sans sous, mais quand même qui peut faire étudier son fils et qui était obligé d'acheter des patentes de noblesse parce qu'on ne pouvait pas occuper des grades dans l'armée. Bon, ça, c'était sous l'Ancien Régime. Comment est-ce que vous voulez le compter? Oui, c'est une élite, malgré tout. Tous les corps militaires spécialisés, donc génie, artillerie, dans la marine, je suppose, passent par là. Et au niveau des administrations locales, c'est les avocats, les gens qui siègent au barreau, les magistrats. C'est pas une bonne réponse. C'est dangereux sur le plan d'argument d'autorité. Vous savez, ça, on revient à l'histoire de la dissension populaire, de la représentation. L'autorité dépend du consensus. Si je commence à dire que le Conseil constitutionnel, c'est des crétins, ne valent rien parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, le Sénat, n'en parlons pas, l'Assemblée nationale, n'en parlons pas, bon, voilà. Et pourtant, tous ces organismes ont été bien élus et bien... D'ailleurs, le Conseil constitutionnel est une invention directoriale, de même que le Conseil d'État, souris. Enfin, consolidé bien sûr par Napoléon. On le risque. Donc en 1602, on s'est vaillamment battu contre des Savoyards qui voulaient envahir la ville. Et puis en 1798, mais il s'est passé quoi au juste? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'armée française a occupé Genève. À Genève, il y avait eu des révolutions, hein, donc en 92, et ensuite donc, des mouvements révolutionnaires. On a convoqué une assemblée qui n'avait aucune légitimité, mais qui était convoquée sur le champ, comme ça. Et cette assemblée a proclamé, alors j'ai jamais compris qui exactement était représenté dans cette assemblée, mais ça cette assemblée a demandé sur le champ l'annexion à la France. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de résistance. Du reste, si vous regardez, ce n'est pas que le cas, je comprends que Genève vous intéresse plus, mais il y a d'autres cas d'enclave, Avignon par exemple, dans lequel on votait, soi-disant, et là on revient à la question des élites, qui allait voter véritablement, qui participait à ces présupposés plébiscites, élections, etc. Les gens qui étaient mobilisés, les gens qui étaient dans les comités révolutionnaires. En Italie, c'était chez moi, Milan, c'était la même chose. Donc, à Genève, c'est ça qui s'est passé. On a créé en super vitesse, dès que les Français sont arrivés, une assemblée bidon, enfin une assemblée, voilà, peut-être pas bidon, mais quand même faite de patriotes mobilisés, hein, oui. Avec ou sans les familles patriciennes? Avec. C'est ça qui est bizarre. C'est pas bizarre ça? Non, parce que si je veux garder mon peuple, certains sont partis, certains se sont retirés, mais d'autres pas. Parce que vous faites le calcul, Constant aussi appartenait à une famille noble. Vous faites le calcul que vous allez vous faire élire. Le problème est qu'après on découvre que ce département du Léman avait, en fait, parce qu'il y avait déjà des députés français, c'est une histoire compliquée, il y avait déjà des députés français du Léman. Donc, quand on a finalement fait les élections,
tout de suite après l'annexion de Genève, on a découvert que de postes de députés, il n'y en avait que 2. Alors que normalement, il aurait dû y en avoir 4, 6, je ne sais pas, parce que les autres étaient déjà occupés. Et là, les Savoyards étaient majoritaires sur les Genevois. Et donc, je ne suis pas une spécialiste de cette histoire, je la connais simplement parce que Constant et son ami, bien sûr, Germaine de Staël, a fait l'affaire pour le faire élire, parce que lui, il n'avait pas beaucoup de chance dans un autre département français, donc il a essayé le Léman et c'était désastre. C'était le désastre. Mais donc, il n'y a pas eu de résistance. Voilà. Est-ce que c'était pour des causes idéologiques anti-ancien régime, par exemple? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire l'adhésion, le fait que des patriotes suisses adhèrent à l'occupation française. Pas suisse à l'époque. Hein? À Genève, donc pas suisse. À Genève, c'est pire que le reste de la Suisse. Parce qu'à Genève, il y avait, c'est-à-dire, Genève, vous permettez, hein, c'est très bien dit. dans le sens qu'à Genève, il y avait déjà eu plusieurs épisodes révolutionnaires. Bon, après, il y a quelqu'un qui a planté l'arbre de la liberté à Zurich, mais enfin, ça a l'air plutôt épisodique. Donc, il y a d'autres poches comme ça dans le reste, dans la Confédération. Mais Genève avait fait sa révolution 2 fois. Donc, voilà. Peut-être plus, en fait. Oui. Cette révolution genevoise qui a entraîné l'annexion de Genève à la France. La France avait depuis 1796 un représentant, c'est-à-dire un ambassadeur, qui s'appelait Félix Desportes. Et ce Félix Desportes avait reçu des ordres du directoire de tout faire pour amener à ce que Genève accepte d'être annexée à la Grande République. Alors Desportes a seulement joué sur l'animosité qui régnait entre le Petit Conseil et le Grand Conseil. Le Petit Conseil était essentiellement formé de patriciens, bien de vraiment la noblesse genevoise, si on ose employer ce terme-là, alors que le Grand Conseil était constitué plutôt de bourgeois, d'avocats, de pasteurs. Et c'est parmi les membres du Grand Conseil que Desportes a réussi à trouver une forme de majorité qui avait tenté à plusieurs reprises pendant le XVIIIe siècle des révolutions à Genève. L'avant-dernière, c'est en 82, et ensuite, en 87-89, il y a une grande révolution. On a même établi à Genève, en 1792, la guillotine, qui a fonctionné pour 11 personnes qui ont été passées sous la lame. Et à la suite de l'intervention de Desportes, il a fait appeler l'armée française qui est rentrée dans Genève et qui a ouvert ses portes librement. Il faut dire aussi une chose, c'est que Genève était dans une position extrêmement délicate. D'abord, c'était une république indépendante et qui était complètement isolée de la Suisse par les possessions françaises du côté de la rive droite, Versoix, etc. Et puis de l'autre côté, toute la Savoie qui avait été annexée en 1792 à la France. Donc on était vraiment un îlot perdu au milieu de l'Atlantique, là, au milieu de l'Europe. Donc c'était extrêmement facile, on s'est rendu très facilement, il n'y a pas eu un coup de feu qui a été tiré. Bon, cela dit, tout à fait d'accord avec votre lecture, merci de ces précisions. Je pense que la position des Genevois était finalement dans les circonstances raisonnables. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Se faire massacrer dans ce contexte, ça me paraît... cela dit, il y a toujours parmi les boutades du premier consul au moment de la consulte, comme il y a toujours les Bernois qui rognent sur leurs circonstances, Napoléon dit, mais il fallait mourir pour défendre Berne. Contre une poignée de mercenaires. Et vous, on n'était même pas capable de combattre. Et là, il y a un silence glacial dans l'Assemblée, mais il avait raison quand même. Mais le cas de Genève est très particulier. Quelque chose sur la capitulation, en fait, on avait une fois le directeur de la Bibliothèque militaire fédérale, le docteur Jörg Stüssy Lauterbourg, qui nous avait expliqué, quand on avait visité Berne, que la Suisse, en fait, tant qu'elle ne voit pas la menace, qu'elle ne mobilise pas, elle ne se défend pas. Donc c'est une fois qu'elle a mobilisé qu'elle devient
défensive. Mais tant qu'elle ne voit pas la menace, et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années, quand on a attaqué la place financière suisse, moi j'avais écrit dans le Nouvelliste en disant, mais on est attaqué dans une guerre économique et on mobilise l'économie, puisque c'est une guerre économique. Et donc, on ne bouge pas parce qu'on estime que la menace n'est pas là, et donc on ne mobilise pas. Et donc, il n'y a pas de défense. Il n'y a jamais de défense tant qu'on n'a pas mobilisé. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Ben, si la menace n'est pas évaluée correctement, ben, ils ne montent pas les degrés de préparation, et donc ils n'amènent pas la troupe là. Et tant qu'il n'y a pas, je vous rappelle en Suisse, c'est que quand on a estimé une menace, on nomme un commandant en chef qui a le grade de général chez nous. Dufour l'a été à 4 reprises, parce que tant qu'on n'a pas fait cet élément-là, il n'y a pas de troupes fédérées. Et donc il n'y a pas de défense. Alors on est très réactifs, on est des bons combattants, comme disait Napoléon, on aime bien les Suisses parce qu'ils savent bien se battre, mais par contre il faut juste les mobiliser, quoi. Oui. Mais en fait, il y a une description dans le livre après, j'ai vu que madame avait une question, je vais dire juste une chose rapidement. Dans les considérations sur la Révolution française de Germaine de Staël, Staël décrit comme chez son père à Coppet, donc dans la maison de Necker, que très prudemment, lui il avait la citoyenneté genevoise, mais il va à Coppet justement pour être hors des révolutions qui se déroulaient à Genève. Et ils sont sur le balcon à Coppet et ils regardent à l'entrée des troupes françaises avec la plus grande consternation. Elle est absolument effondrée, elle écrit 50 lettres à ses amis au directoire, notamment pauvre Barras, qui fait l'objet des fermements de protestation de sa part. Et voilà, ces personnes n'y s'y attendaient sous cette forme-là. Vous avez parlé de pillage, est-ce que vraiment ça a été le cas pendant l'occupation française? Bon, oui et non, c'est-à-dire il y a eu surtout ce qui a été pillage, c'est possible, mais c'est un peu une formule. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des réquisitions et il y a eu surtout un embargo économique sur certains produits, comme les textiles, plutôt. D'ailleurs, c'est de Staël qui explique ça, parce qu'il écrit pour protester en disant que les gens sont réduits à la misère. Il y a cette histoire sur laquelle, honnêtement, je n'ai pas réussi à trouver jamais plus que des rumeurs, parce que certains directeurs, par exemple, Rebel est accusé, Rebel avait un beau-frère qui s'appelait Rapina, un nom pas très prometteur, qui était commissaire en Suisse et qui était accusé de réquisition arbitraire, si vous voulez. Par contre, j'ai jamais trouvé l'idée que Laure de Berne aurait payé pour la campagne d'Égypte, me plaît beaucoup, mais enfin, c'est une belle image, mais j'ai jamais trouvé des preuves que... Alors, c'est vrai, par contre, que les territoires occupés, là, en fait, je suis désolée, ça demande une petite... Alors, j'ai expliqué avant que pendant la Révolution, le gouvernement révolutionnaire tenait la main sur l'armée, donc qui cherchait à contrôler et tout. Au moment quand on arrive au directoire, les généraux commencent à gagner d'autonomie. Pourquoi? Parce que le gouvernement central n'a pas d'argent. Et donc, il y a, j'ai vu des lettres entre Carnot, par exemple, et des généraux comme Scherer, etc., qui demandent du sou. Et lui, il dit, bon, écoutez, nous, de l'argent, on n'en a pas. Débrouillez-vous. Bon, à partir de là, ça veut dire que, bon, à part les épisodes, je sais pas, les soldats qui volent des poules pour manger, il y a quand même un mécanisme qui se met en place. Alors, la célèbre rue chic de Milan, Monte Napoleone, alors Monte Napoleone, ça veut dire la banque de Napoléon. Bonaparte, pendant la campagne d'Italie, paye lui-même ses soldats, n'envoie pas l'argent réquisitionné à Paris, mais se charge personnellement, c'est-à-dire il se charge sur place du paiement du solde de l'armée.
C'est-à-dire, les généraux se créent des petits réseaux. Dans ces réseaux, il y aura bien sûr des profiteurs, tous les fournisseurs de l'armée, par exemple, qui commissionnent, allez-vous commanditer les chaussures, les machins. Donc, il y a une autonomisation de certains généraux qui deviennent un peu comme des condottiers et à la Renaissance, hein, responsables de leur propre... ou comme les consuls romains qui finançaient leur propre... Et ça, c'est une évolution qui se fait à partir du directoire. Il y a des grandes fortunes, et du reste, qui sont bâties, financières aussi, qui sont bâties à partir de là. Mais c'est une histoire assez compliquée. C'est tout à fait exact. Désolée, je ne vais pas insister là-dessus, parce que je sais que vous avez eu une conférence sur la consulte à une autre sur l'acte de médiation, donc je pensais que c'était un sujet qui avait été largement traité. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la République helvétique? Ce qui ne fonctionne pas est que d'abord, il y a une partie des territoires, partie des cantons, qui ne sont pas du tout satisfaits par cette unification, et qui donc, il se forme donc un parti dit des fédéralistes, comme il y a de l'autre côté un parti des unitaires, et ces deux partis cherchent par tout moyen de modifier la Constitution sur 4 ans pour l'adapter à leurs propres exigences. Donc ça, c'est un premier facteur. Il y a pratiquement un coup d'État à chaque année pour changer la Constitution, soit... Et c'est une alternance. Il y a tantôt les fédéralistes qui gagnent et tantôt les unitaires. Ensuite, il y a le poids de l'occupation, qui est un poids économique. Ensuite, il y a l'occupation d'une partie du territoire, parce qu'à un moment donné, les troupes russes et autrichiennes entrent par le nord dans le territoire suisse. Donc ça, c'est encore un autre élément de déstabilisation. Et dernier point, ce qui ressort de la correspondance que je mentionnais entre le directeur français et le directeur suisse, les Français commencent à trouver cette occupation trop, malgré les avantages économiques, trop onéreuse du point de vue militaire. Donc la soutenir demanderait plus de troupes, plus d'investissement que manifestement une fois que donc, Napoléon arrive au pouvoir, comme on sait, au mois de novembre de 1999, c'est un investissement qui n'est pas prêt à poursuivre, parce qu'il y a déjà d'autres terrains qu'il considère plus cruciaux sur le plan stratégique. Donc je pense qu'il y a assez d'explications là-dessus. Il est sûr que l'idée... Malgré ces minorités de patriotes, l'idée de la République unitaire n'avait jamais vraiment pris, disons, dans l'esprit collectif. Donc, c'est vrai que, voilà, ça reste quand même une opération révolutionnaire relativement minoritaire. Bon, après, je répète, c'est différent parce que la position des Vaudois est différente de celle de Berne, etc. Je pense que c'est pas comme des libérateurs, de toute façon. C'est-à-dire, c'est vraiment une situation de... Bon, ça ne s'est pas transformé en une véritable occupation. Disons qu'ils ont déferlé à l'intérieur de la frontière. Encore une fois, on a vu que la République n'était pas en mesure de se défendre, finalement. Et surtout de nourrir les armées étrangères. Eh oui, mais c'est les armées étrangères, ça mange. Les Autrichiens et les Russes, c'était 50 000 hommes. Ils sont restés plusieurs mois dans le pays, à l'orient du pays. Et puis de l'autre côté, il y avait les Français, aussi environ 25 000 hommes qu'il fallait nourrir. Donc 75 000 hommes à nourrir journellement. Donc la Suisse ne pouvait pas se permettre... Oui, et ça c'est aussi une partie du problème, c'est que on ne peut pas vraiment avoir une vision d'ensemble de cette expérience. D'ensemble, c'est pas comme s'il y avait une expérience nationale des Suisses par rapport à la République helvétique. C'est-à-dire chaque bout du territoire a vécu ça de manière différente par rapport à des situations très spécifiques aussi, de leur rapport aux élites locales, à leur réaction, etc. Donc,
Comment se termine cette intervention russe autrichienne? Ça se termine avec le fait qu'à un moment donné, les Français ont repris le contrôle du territoire. Donc, ils les ont repoussés. Mais bon, voilà, c'était les Français à la place des Russes. Et c'est à partir de là, je pense, que je ne suis pas, je répète, une spécialiste de l'histoire militaire, mais c'est à partir de là que Napoléon commence à réfléchir sérieusement au fait qu'il a déjà trop de trucs à gérer et que finalement pour la Suisse, peut-être la solution plus confortable, c'est une idée qui, comme vous savez, a eu beaucoup de succès par la Suisse, c'était mieux de l'avoir comme territoire neutre, plutôt que de voir se battre. Il le dit d'ailleurs pendant la consulte. J'espère qu'on a mentionné ça. Il dit oui, on pourrait tenir le territoire, continuer à se battre, mais ça coûterait trop cher. Et par coûter trop cher, évidemment, il n'entend pas simplement en termes financiers, mais aussi en termes d'engagement, d'hommes. D'ailleurs, le pauvre Carnot, chassé de Paris comme supposé royaliste, s'est réfugié à Genève, où il a été très bien accueilli, parce qu'on savait qu'il s'était opposé. Mais bon, après le coup de Brumaire, il y a eu une amnistie, donc il a pu retourner en France et redevenir ministre de la guerre.